Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répondra. Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio urbaine. 94.7 UFM, la première radio urbaine de la RDC. Partout dans le monde, vous pouvez nous suivre grâce à notre application radio Urban FM que vous téléchargez sur Play Store. Il vous suffit simplement d'écrire Urban FM et vous aurez la radio dans votre téléphone. Eh bien, on reçoit ce soir Madame Maniarich Mupondo. Oui, je sais que quand j'ai dit Mupondo, les gens disent « Hein ?» Ah bon, il y en a une. Il n'y a pas que des 1, il y a une maîtrise en économie appliquée de l'université d'Aix-Marseille 3 en France, agréée à l'université de Stockholm en Suède. Je vous signale déjà qu'elle a plusieurs casquettes. Elle a occupé des fonctions à responsabilité en République démocratique du Congo et à l'étranger, notamment dans les secteurs miniers et dans la production des titres identitaires. Elle a travaillé pendant plusieurs années au sein de différentes institutions congolaises relatives au processus de paix et de démocratisation. Elle coordonne l'organisation Congo Peace Center, qui est donc un organisme qui s'occupe de résolution de conflits. Elle occupe actuellement la fonction directrice générale de ce DICO, une compagnie leader en recrutement, placement, formation et gestion du capital humain en République démocratique du Congo. Elle est membre du conseil d'administration de la coopérative agricole Mabélé. Elle est également membre du groupe 13, comme on le dit, G13. Elle est avec nous ce soir et nous fait l'honneur d'être là. Plusieurs casquettes. On va survoler chacune de ces casquettes. On va en tout cas essayer. Madame Mania, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, merci. Et vous? Très bien aussi. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Alors, comme on l'a dit aux auditeurs tout à l'heure, vous avez plusieurs casquettes. Ma première question, c'est vrai que toutes vos casquettes, vous le portez très bien, mais vous vous retrouvez le mieux où? Quelle est la casquette qui vous identifie le mieux, on va dire? Bon, comme vous le dites si bien, quand on a plusieurs casquettes, la difficulté, c'est de s'identifier à l'une ou l'autre. J'ai envie de dire, je suis 100% chaque casquette, voilà. Alors, c'est pas évident de voir une dame, généralement, comme on va s'axer un tout petit peu en ce qui concerne la femme, cette absence-là qu'on est en train de percevoir dans les chefs de corps, on va dire, diplomatiques, institutionnels, de la femme congolaise, en tout cas chez nous. Il y a l'absence. Est-ce que c'est la femme elle-même qui s'auto-censure ou bien c'est parce qu'entre guillemets, on dit que le monde est un peu macho, donc on attend que cet homme donne la place à la femme. Est-ce que c'est mal d'écrire cela ou pas? C'est vrai que la situation ou la problématique est assez complexe, mais si on le regarde sur le plan du pur droit, comme vous le savez tous, la Constitution de notre pays consacre la parité. D'accord. Et ici, par parité, il faut entendre une égalité parfaite dans la représentation des genres, hommes, femmes. Alors cet article 14 a aussi pu se décliner dans une loi qui s'appelle la loi 15/013 du 1er août 2015. Il y a des dispositions qui fixent donc les modalités d'application de cet article 14. Et si, j'invite d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à aller regarder cette loi, parce que cette loi-là est bien décrite. Les dispositions sont inscrites et disent un petit peu comment est-ce qu'il faut appliquer cet article 14. Il est même prévu des mesures de sanction à l'intérieur de cette loi-là pour la non-applicabilité de la parité. Donc en réalité, on a tout un dispositif législatif dans notre pays qui ne devrait pas nous faire poser toujours les mêmes questions après finalement plusieurs années que cette loi existe, a été promulguée. Aujourd'hui, on peut donc plutôt essayer de porter une critique et une préoccupation sur cette non-application et le pourquoi. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il peut y avoir des différentes explications. Il peut y avoir des pesanteurs culturelles qui sont encore là, des pesanteurs de la société. Le fait que les mères
contrairement au papa, c'est nous qui portons finalement les enfants et on peut avoir étudié pareil et peut-être qu'on est première de la classe, mais au moment où on va se marier, on veut fonder une famille et c'est pas que ça nous pénalise, mais ça nous retarde souvent pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité. Quand les hommes gagnent du temps, ils prennent ce temps-là, ils arrachent le temps. Nous sommes en train de changer les couches de nos enfants et qu'on le veuille ou non, on est souvent retardé et il faut une certaine expérience pour prendre des postes à responsabilité. Et donc, les années passent et nous commençons à travailler au moment où les hommes se sont arrachés ces postes à responsabilité. C'est aussi un facteur dont on parle moins souvent, mais qui a son sens. Alors, le défi ici consisterait à voir comment on peut pallier à cette problématique naturelle de la femme, biologique, avec le droit de la femme à pouvoir accéder à des positions de responsabilité dans les différentes structures, que ce soit au niveau privé ou alors dans les institutions publiques. Mais puisque cette problématique-là existerait toujours, si on prend la maternité, on ne pourra pas contourner, ou bien il faudrait que ça soit un choix. Ça serait peut-être donner ces postes de responsabilité aux femmes qui font peut-être le choix de ne pas avoir la maternité. Mais comment on arriverait justement à contourner ça, puisque la maternité existera toujours? Et si c'est ça le handicap, on aura toujours tendance à avoir la même question. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ça reste un prétexte. C'est pour ça que je disais, il faut prendre conscience des difficultés, il faut les identifier. Et puis, la vie, c'est pour trouver des solutions. On ne peut pas non plus chercher des solutions quand on n'a pas identifié la problématique. Ça, ce n'était qu'une problématique, mais ça devient souvent un prétexte parce que, en fait, on aime bien dire le mot gâteau, non? Oui. Alors, le gâteau, il est réduit. Voilà. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Oui. Il faut que nous, les femmes, on puisse comprendre que nous sommes dans un monde compétitif, de compétition avec des hommes, avec parfois d'autres femmes. Et il faut avoir le courage et l'audace de croire en soi. Et quand tu connais tes compétences et tu connais tes capacités, tu dois pouvoir te booster et aller de l'avant. Et ce n'est pas un cadeau, en fait, en réalité. C'est ce que je veux dire. L'accès aux femmes dans les différentes positions ou dans les différentes structures, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Maintenant, c'est à nous, aux institutions de la République, de faire en sorte que ce droit-là, que nous exigeons en tant que femmes, que nous exigeons en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille, puisse être appliqué. 30% de quotas accordés, on va le dire, ou bien c'est un droit constitutionnel, on va le dire pour la femme, mais et quelque part est combattu par la femme elle-même. Il paraît que la femme congolaise est formatée elle-même de manière à ce qu'elle ne puisse pas faire crédit à l'autre femme congolaise qui, on le voit par exemple, je vais donner exemple, quand on a des élections, on a des campagnes, on sent les femmes très réticentes à donner leur voix à une femme. Alors, pourquoi la femme pourquoi la femme ne fait pas confiance à une autre femme? Est-ce que c'est encore la faute des hommes, le prétexte, ou bien c'est parce qu'on est formaté comme ça? Bon, d'abord, les 30%, je pense qu'au niveau de la Constitution, il ne s'est pas stipulé les 30%. C'est quelque chose qu'on a fabriqué de toutes pièces pour se dire, OK, on ne donne pas tout, mais voilà ce qu'on donne déjà. Donc, c'est un souhait de voir la matérialisation à minimum 30%, mais en réalité, c'est du 50-50. C'est ça que ça veut dire, la parité. Maintenant, c'est vrai, je tends à vous donner en partie raison par rapport au fait qu'il y a une réticence des femmes elles-mêmes lorsqu'il faut se choisir entre elles des représentantes, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau même d'autres institutions législatives. Il faut penser peut-être plus à sensibiliser les femmes, sensibiliser aussi les hommes, parce qu'il est vrai qu'au niveau de la culture du pays, pas à tous les niveaux, mais encore, il y a des pesanteurs au niveau culturel qui tendent à dire que celles qui embrassent, par exemple, des carrières politiques ne sont pas des femmes qu'on considère comme dignes. Donc, il y a une sorte de pesanteur sociale qui pèse sur celles-là et qui fait que ça ne devient pas des rôles modèles. Alors qu'en réalité, c'est juste une appréhension. Et il y a beaucoup de femmes qui ont fait leurs preuves dans les différents domaines, que ce soit en politique, que ce soit dans le monde économique, et qui prennent des responsabilités. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études dans le monde qui tendent à démontrer que lorsqu'une femme est chef, que ce soit dans une entreprise donnée, cette entreprise est plus performante que la moyenne.
Donc oui, nous, les femmes, vous les femmes qui nous écoutez, et ce n'est pas nous qui le disons, les statistiques le démontrent. Le leadership au féminin aujourd'hui a pu faire ses preuves dans le monde et il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas ses preuves en RDC. Et oui, même au niveau des études, que ce soit secondaire, primaire et même universitaire, on voit, les statistiques les prouvent aussi que plus souvent, ce sont les femmes qui sont à la tête. Oui, mais après, dans le monde du travail, c'est tout à fait autre chose. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il y a même cette problématique-là ailleurs qu'en République démocratique du Congo. En France, par exemple, où les femmes se battent aussi parce qu'il y a une différence de salaire entre hommes et femmes. Donc, c'est mondial, on va le dire quand même. Hein, oui, parce que vous savez, c'est bien que vous donnez cet exemple, parce que ça, c'est encore une fois une question de la manière dont on est prédisposé au niveau social. Les hommes ont appris tôt qu'il faut kolaksamapeka, comme on dit, c'est-à-dire ils doivent faire leurs preuves, montrer leurs muscles pour obtenir quelque chose. Les femmes ont peut-être appris à être un peu plus douces, à être à l'écoute. C'est des valeurs au féminin qui peuvent avoir des très bonnes retombées dans un domaine donné, mais qui, lorsqu'il s'agit de se battre pour soi, sont peut-être des points à améliorer, on va dire. Donc, ici, négocier son salaire, ça fait partie d'un processus de recrutement. L'homme aura tendance à le faire de facto. Exact. Alors que la femme, elle va peut-être être un peu timide, elle aura difficile à se vendre, entre guillemets, ses capacités. Quelque chose il faudrait peut-être trouver un mécanisme pour justement renforcer les capacités de certaines femmes qui le souhaiteraient pour pouvoir accéder à ce potentiel de pouvoir se défendre et montrer ses capacités. Voilà. Madame Magnarich, vous êtes donc une femme. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous connaît pour votre combat pour tout ce qui tourne autour de la femme, pour que la femme puisse s'imposer, pour que la femme puisse être aussi autonome et appréciée à sa juste valeur? Est-ce que c'est parce que vous êtes une femme que ces combats s'est imposé à vous, ou bien parce que vous avez senti ce besoin dans la société qu'il faudrait que des femmes elles-mêmes puissent s'élever et s'ébattre peut-être pour celles qui n'ont pas des voix? Oui, c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que dans la plupart des jobs ou de ce que j'ai eu à faire dans la vie, c'est dans des secteurs quasiment masculins. Exactement. Vous êtes souvent la seule femme entre plusieurs hommes. Du coup, j'ai tendance des fois à oublier que je suis une femme parce que je me vois comme un individu. Hein. On est avant tout des individus et des personnalités. Et puis, au fur et à mesure, je me rends compte que je suis parfois seule où il n'y a que 2 ou 3 femmes autour d'une table très masculine. C'est là qu'on se rend compte, qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Même les hommes avec qui nous discutons et nous travaillons n'ont pas tendance à nous considérer comme des femmes, mais plutôt commencent à se rendre compte de nos capacités, de nos compétences, de nos expériences respectives. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus autour de la table? En fait, la prise de conscience est venue de cette façon-là. Et puis, je trouve que c'est formidable. J'étais tellement peu habituée à être dans un parterre de femmes. Et quand j'ai vu des femmes tellement fortes qui luttent vraiment pour la cause féminine, j'ai été assez émerveillée. Et puis, j'ai commencé donc à rejoindre comme ça des forums ou des réflexions autour de la femme et de son rôle dans la société et de son droit dans la société. Et puis, c'est venu comme ça, une forme de passion de vouloir voir comment nous, qui sommes arrivés dans nos différents secteurs d'activité, pouvons maintenant un petit peu faire remonter les autres et les sensibiliser parce qu'on pense que oui, on peut. On peut, évidemment qu'on peut. Mais oui, vous êtes un exemple puisque souvent les femmes se font des freins, comme on a dit tout à l'heure, alors que vous êtes femme, vous êtes épouse, vous êtes mère, mais vous arrivez à porter toutes ces casquettes à merveille. Hein. Et puis à vous voir, on ne croirait même pas que vous avez toutes ces casquettes-là. Ouais. Vous êtes membre de ce groupe qu'on appelle G13, justement, un groupe où il y a 12 mecs, hein, excusez-moi de dire mecs, parce que voilà, il y a 12 messieurs et une seule femme. Qu'est-ce qui justifie que vous soyez la seule femme? Pourquoi il n'y a pas plus de femmes, justement? Bon, d'ailleurs, comme je viens de le dire avant, je déplore qu'il n'y a pas plus de femmes. Mais rapidement, lorsque donc, je me suis revêtue de cette casquette, parce qu'en tant qu'individu et femme, je revendique
mon droit de réflexion sur les questions de réforme dans mon pays. Mais rapidement, quand je suis entrée, il y a des femmes qui ne se sont pas formalisées au sein du groupe, mais qui nous ont rejoints dans le sens d'apporter des idées, des cahiers de charges. Comme vous savez, le G13 est en train de se battre et de sensibiliser pour pouvoir avoir les réformes électorales, a priori. Nous avons donc fait un cahier de charges et nous avons consulté la plupart des acteurs politiques, y compris le président de la République, le gouvernement, les couches sociales de la société civile, les églises, les femmes politiques, les femmes de la société civile, les jeunes. Enfin, la plupart des gens de la couche sociale ont été consultés pour pouvoir voir comment trouver un consensus autour de la question électorale. Les élections, ce n'est pas que l'affaire des politiciens. Moi, je ne suis pas politique quand je suis entrée dedans, mais je pense que nous avons un droit dans l'agenda citoyen parce que s'il y a des élus, il y a aussi des électeurs. Exactement. Et dans ce sens-là, nous avons une responsabilité en tant que citoyens, dans le cadre de cet agenda citoyen, de veiller à ce que les Congolais et les Congolaises arrêtent de servir de marchepied à des politiciens qui sont finalement, au jour d'aujourd'hui, assez déconnectés des réalités du quotidien de nos populations. Le G13 est donc en fait, on va le dire, allez, comment je peux le définir, comme une agence de surveillance et de suivi plus qu'une agence ou un groupe de parlementaires, puisque c'est oui, souvent... parce que ça n'est pas composé que de parlementaires, même si évidemment c'est majoritairement parlementaire, mais il y a ce regard, et moi je le revendique, ce regard citoyen au sein du G13 pour s'assurer que les prochaines élections ne seront pas entachées de violence comme ça a pu l'être pendant les 3 cycles électoraux qui nous ont précédés. Nous entrerons dans le 4e cycle électoral et malheureusement, le problème d'accès au pouvoir dans notre pays est entaché de violence préélectorale, pendant les élections, post-électorales, contentieux électoral. Et ça paralyse finalement tout ce que les efforts à fournir avec les énormes défis que nous avons dans le pays. Nous passons des années comme ça, 2-3 ans après les élections, à faire des recherches de légitimité, à essayer de raccorder les fils cassés, alors qu'un mandat, c'est 5 ans. Si nous respections les règles du jeu, si d'une manière ou d'une autre, on perdrait moins de temps, on aurait évidemment un conflit, parce que ça reste un conflit, ça reste une compétition, mais ordonnée, structurée, exactement, là où les acteurs concernés respectent les règles du jeu. Et c'est un peu ça notre combat dans ce sens-là. Donc on sensibilise pour que nous soyons tous d'un commun accord, c'est-à-dire dans un consensus qu'on veut que demain, notre devenir soit meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Pendant notre présentation de Madame Maniarich Mupondo, on a dit que vous avez occupé plusieurs postes de responsabilité en République démocratique du Congo, conduit beaucoup de résolutions de conflits. Dans tout ça, qu'est-ce qui a manqué pour qu'on ne vous retrouve pas, par exemple, dans le gouvernement, ministre de ceci, pourquoi pas Premier ministre, même si, il paraît qu'il faut encore rêver longtemps pour qu'une femme le devienne en RDC. Le Togo l'a fait, le Gabon l'a fait, plusieurs pays d'Afrique. RDC, on dit quand même, entre guillemets, il y a eu une femme à la tête d'une institution, elle était très combattue. Premier ministre, entre guillemets, je ferme le guillemet rapidement. Sinon ça devient politique. Alors pourquoi on vous retrouve pas dans un ministère quelconque? Est-ce que c'est par choix ou bien vous voulez vraiment être en dehors pour bien faire les choses? En réalité, j'y ai pas pensé spécialement. Je pense qu'on peut agir comme il se doit, sans être nécessairement membre du gouvernement. On peut être un acteur qui influence le cours des événements, on peut devenir un groupe de pression, un groupe d'alerte, sans nécessairement revêtir la casquette du ministre. Après, il est vrai que dans un gouvernement, il y a un programme de gouvernement, il y a un programme d'action, et les membres du gouvernement sont tenus d'appliquer ce programme et se faire ensuite évaluer par la population à travers soit des votes sanctions, soit des votes de continuité. C'est pas que j'y pense pas, mais... Si ça arrive, vous serez d'accord?
Écoutez, c'est pas une question de vie ou de mort. Je suis assez contente de ma vie actuelle. Mais néanmoins, dans la vie, on peut toujours avoir des défis, on peut toujours se dire qu'on peut relever de nouveaux défis. Donc, c'est pas quelque chose que je me réveille le matin en pensant à ça, quoi. Les femmes peuvent pratiquement tout faire, il suffit de vouloir, mais il y a aussi un problème d'expérience, de compétences et de sérieux, parce que très souvent, on pense que les femmes ne sont pas très sérieuses dans ce qu'ils font. C'est vrai qu'on voit dans le domaine privé beaucoup de femmes atteindre justement ces postes de responsabilité, des femmes DG, patrons d'entreprise. Est-ce que ces femmes de secteur privé ont peut-être, entre guillemets, une leçon à donner aux femmes qui sont dans la politique, ou bien, je sais pas, peut-être pas de leçons à donner, mais des stratégies ou des pistes de solutions à donner à cette femme qui est cette femme politique? Oui, je voudrais même pas dire, et je ne veux pas résumer la question qu'aux femmes. Comme je l'ai dit au début de l'émission, des études montrent que dans le monde des affaires, qui est un monde structuré, qui est un monde où la performance, le rendement, la productivité sont des notions quotidiennes, nous travaillons d'une certaine manière. C'est-à-dire, nous avons un travail, nous avons des objectifs à atteindre, nous avons un résultat qui doit absolument être atteint, parce que sinon on ferme la boîte, c'est simple. Exact. Et voir comment, de manière générale, les femmes qui ont fait leurs preuves dans le monde du travail de l'entreprise privée peuvent transposer ces valeurs, cette façon de faire dans le monde public. C'est probablement un challenge qui ne se passe pas qu'en RDC. Mais pourquoi pas tenter aussi en RDC pour voir de quelle manière est-ce que ça pourrait donc donner une plus-value au monde institutionnel de travailler un petit peu de la façon de manager du monde privé. Ça, c'est par exemple un défi qui peut être intéressant, oui. Fidèles auditeurs, je rappelle que ce soir, le saviez-vous, reçoit donc Madame Mania Riche Mupondo, femme à plusieurs casquettes. Je ne reviendrai pas sur toutes les casquettes citées, mais entre autres, elle est aussi également, puisqu'on parle du secteur privé à présent, elle est également aussi administratrice directrice générale de Sodeïco, qui est une entreprise de placement, de formation. On parle beaucoup de jeunes, même le président de la République a dit qu'il faisait son cheval de bataille. On parle beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a une problématique qui tourne autour de jeunes. Non seulement les jeunes n'ont pas un modèle, ils n'ont pas vraiment un modèle à suivre, que ce soit sur le plan parfois même des études et après du travail. L'emploi est devenu très, très difficile en République démocratique du Congo, qu'on ait étudié ou pas. Quelle est la place de cette jeunesse-là au sein de votre entreprise? Oui. Alors, la place de la jeunesse, c'est évidemment le plus grand défi actuellement au niveau du pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le chômage parmi les jeunes atteint des proportions qui dépassent les 50%. Exact. Et tout consiste à essayer de voir comment est-ce qu'on peut pallier progressivement à cette problématique parce qu'on est en train de perdre une génération. On est en train de perdre une génération, je le répète, et que si on ne fait pas drastiquement et des réformes et qu'on prend des mesures pour pouvoir diminuer le taux de chômage chez les jeunes, nous aurons une responsabilité collective en tant qu'élite de ce pays parce que on n'aura pas été à la mesure en tant que nation pour pallier à cette problématique de nos jeunes. Donc nous allons perdre toute une jeunesse. Ça, c'est un problème qui me tient à cœur par contre. Qu'est-ce qui se passe? Souvent, le jeune étudie peut-être 10, 12 ans, voire plus, sur le banc de l'école. C'est un investissement. C'est ça qu'on appelle le capital humain. Ça devient un investissement qu'il fait pour lui, pour la société. Et il attend, et c'est légitime, qu'au bout de cet investissement-là, il commence à avoir un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, c'est justement ce travail qu'il peut avoir, ou alors devenir entrepreneur, et donc commencer à être productif pour lui et pour la société. Parce que il y a une liaison entre l'individu et la société ici. C'est productif à titre individuel, mais il est productif pour la société. Okay. Mais nous nous retrouvons donc avec une majorité de jeunes dans le pays, parce que le pays est composé de jeunes majoritairement, et qui
sont ceux qui sont censés donc devenir productifs demain, mais on n'arrive pas et il y a un blocage. Le blocage est à plusieurs niveaux. Il faut aussi quand même reconnaître que notre système éducatif aujourd'hui ne matche pas encore véritablement avec les besoins qui sont le besoin dans le monde du travail. Au niveau des employeurs. Ici, il faudrait mettre en place des politiques, et j'en appelle d'ailleurs aux institutions, parce que ce n'est pas la première fois que j'en parle, peut-être dans un modèle plus restreint. Il faudrait ce qu'on appelle une tripartite, c'est-à-dire avoir le monde professionnel, le monde du travail, le monde de l'éducation avec les institutions, c'est-à-dire les ministères afférents, et le monde privé des institutions qui devraient se mettre ensemble pour trouver un modèle à l'échelle nationale qui permettrait, pour être concret, par exemple de voir comment est-ce qu'on comble cet écart qui existe entre ce que le monde du travail recherche et les jeunes qui viennent de sortir tout fraîchement. Comment on comble cet écart, ce gap comme on l'appelle, de manière à ce qu'on prépare les jeunes à l'emploi. Et ça passe, il ne faut pas se faire d'illusions, ça passe par des stages professionnels. Exactement. Mais des stages bien orientés, des stages qui correspondent à ce que le marché du travail a comme besoin. On va dire qu'au bout de, par exemple, 3 stages dans des entreprises différentes, mais dans un programme bien défini, eh ben, le jeune est prêt et peut commencer à devenir productif et peut être embauché par la suite dans les entreprises. C'est possible de le faire, ça a été fait ailleurs. Parce que le problème du chômage des jeunes n'est pas qu'en RDC. En RDC, il est énorme, on va dire. Mais ailleurs, on peut regarder comment les autres ont essayé de pallier à ce problème qui existe toujours parce que ça reste un défi dans le monde, et le contextualiser chez nous en mettant aussi notre touche personnelle, parce que bon, on ne sait pas faire des copier-coller des différents pays parce que le contexte est différent. Mais néanmoins, il y a des standards qu'on peut contextualiser et voir en ce moment-là dans un programme bien défini avec une forte volonté politique. Mais aussi de l'accompagnement de toute la société, voir effectivement comment est-ce qu'on peut combler cet écart et rendre nos jeunes plus productifs. Donc, créer en quelque sorte des plateformes qui seront le pont entre la fin des études et le début de la vie de travail. C'est exactement ça. Parce que les jeunes ont des problèmes, justement. Je ne sais pas s'il faut aussi faire des lois là-dessus, de conditions, justement, comment on dit, ces offres d'emploi sont sanctionnées, justement, par des années d'expérience qu'ils n'ont pas et qu'on refuse de leur donner. Ils iront dans des entreprises où on ne leur donnera pas, justement, le temps d'avoir ces stages. Et ça veut dire qu'ils n'auront jamais ces 5 ans d'expérience pour trouver du travail quelque part. Nous qui sommes dans le domaine du recrutement, nous le constatons. Les sociétés cherchent des personnes qui ont minimum 5 ans d'expérience dans un domaine particulier. Vous vous imaginez? Donc ces jeunes que nous savons, des talents, nous avons eu à faire des recrutements de 1000 jeunes, par exemple, dans la fonction publique. Nous avons une énorme base de données. Il y avait au moins eu 40 000 jeunes licenciés dans tout le pays qui avaient postulé. Et il y a 1000 heureux élus qui ont après intégré la fonction publique. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les 39 000 autres? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si on récupère ces jeunes talents, on les a identifiés, on a même fait des tests psychotechniques et qu'on les récupère dans des programmes à l'échelle nationale, justement, qui permettent de renforcer leur capacité de faire ce qu'on appelle le matching entre les besoins d'un secteur d'activité donné et leurs aptitudes, et bien progressivement, on peut puiser dans ces bases-là et les faire entrer au bout de 6 mois, 1 année, 18 mois dans le monde professionnel, de la même manière que la fonction publique, avec l'aide de la Banque mondiale, parce que c'est sous financement de la Banque mondiale, a pu commencer à faire un rajeunissement du secteur public, du personnel. Voilà. Mais il y a une autre problématique, madame, entre justement les entreprises qui peuvent recruter, justement, on n'en a pas énormément. On a beaucoup plus de diplômés ou de demandeurs d'emploi qu'on a des entreprises. Comment justement pallier à cela? Est-ce qu'il faudrait qu'on soit des entrepreneurs, qu'on ait des start-up à... En réalité, le taux d'entrepreneuriat pourrait être aussi boosté ici.
dans le monde, les entrepreneurs sont ceux qui finalement créent les emplois. Donc ici, nous avons besoin de créer plus d'entrepreneurs parce que c'est un effet d'entraînement, c'est une chaîne. Lorsque vous créez une activité, vous devenez après employeur. Okay. Donc, tout le monde n'est pas fait pour nécessairement s'asseoir autour d'un bureau et prendre un ordinateur. Il y a des gens qui ont plein des idées, qui sont innovants et qui peuvent devenir demain les employeurs du Congo. Il faut que nous créions une classe moyenne. Et une classe moyenne demande justement cet élan-là pour identifier et permettre à des personnes qui ont une envie de devenir demain leur propre chef, de devenir des personnes qui vont pouvoir employer d'autres personnes. Et il faut qu'ils soient encadrés, au fait, et accompagnés. C'est toute une politique d'accompagnement bien identifiée que nous devons mettre en place. Nous faisons parfois les choses un peu en l'air. J'ai envie de dire au prochain gouvernement qui sortira, il est important, cette fois, lorsque nous allons avoir le prochain gouvernement, qu'il y ait des missions assignées au ministère. Le ministre du Travail devrait pouvoir être chargé, par exemple, de la promotion du travail au niveau de la jeunesse, avec des indicateurs bien précis pour voir qu'au bout d'un mandat, comment a été le taux de progression au niveau de l'emploi des jeunes. Et mettre déjà même ça dans la nomenclature même du ministère. Comme ça, en ce moment-là, les personnes, l'opinion peut suivre un peu ce qui se passe dans les plans d'action au niveau des programmes du gouvernement. Alors, mais il y a beaucoup de recommandations qui se font, par exemple, avec des groupes comme vous et tout, mais le problème, c'est que l'applicabilité ne suit toujours pas. Il n'y a pas vraiment de politique, qui s'accentue sur ça. C'est vrai qu'on fait des recommandations, on dit qu'en République démocratique du Congo, on parle beaucoup, mais on agit moins. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis contente que c'est vous qui dites ça. Parce que je le dis toujours aussi. C'est exactement ça. On a plein de très beaux plans qui sont dans les tiroirs. En réalité, on ne va pas réinventer la roue. Il faut ouvrir les tiroirs, dépoussiérer tout ça, réactualiser ce qui a lieu de réactualiser et se mettre au travail. Au fait, il faut maintenant mettre en œuvre tout ce qu'on a discuté dans différents forums. Et c'est la même chose même au niveau des forums avec les dialogues sociaux, avec l'identification des problématiques en ce qui concerne la misère, en ce qui concerne les besoins du développement, etc. Nous sommes assez bien outillés, la RDC. Nous avons eu beaucoup de forums ici, beaucoup de dialogues. Donc, il y a des recommandations et des résolutions plein les tiroirs. Comment on les met en œuvre? Et c'est ça le grand défi. C'est ça le grand défi, exactement. Ce problématique d'emploi, est-ce que quelque part aussi, il ne faudrait pas commencer au niveau de la source, c'est-à-dire que le système éducatif, avant, on avait, je ne sais pas, à une certaine époque, des tests qui se faisaient, parce qu'on a beaucoup de diplômés qui ont des diplômes à ne rien en faire. C'est même pas l'experteur. Ils n'ont rien à faire là-dedans, mais ils ont un diplôme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de reformer tout cela de manière à ce que quelqu'un se retrouve vraiment là où il doit être utile justement à la société? C'est une question vraiment très pertinente. De manière générale, d'ailleurs, le pays aurait besoin de ce qu'on appelle un plan stratégique de développement. Sur les prochaines 25 années, qu'est-ce qu'on entend avoir comme grande ligne dans ce pays? Vous savez, nous avons des ressources ici. Les différents pays du monde disent que nous sommes un véritable scandale géologique. Qu'est-ce que nous avons comme ressources? Nous avons nos eaux, nous avons notre énergie qui pourrait donner de l'électricité à toute l'Afrique. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Pour vous donner une idée, ça représente si on devait nourrir la planète, on est en mesure de nourrir quasiment le tiers de la planète avec nos terres. Est-ce que vous imaginez on ne sait pas le chiffrer, au fait, en réalité, notre richesse potentielle. Mais nous sommes dans le dernier peloton des pays les plus pauvres du monde. Donc, quelque part, paradoxalement. Et ce qui veut dire qu'il y a un dysfonctionnement, quelque part, et que peut-être nous ne focalisons pas sur les priorités, alors que nous devrions, justement, dans un plan stratégique de développement, lister nos ressources et voir, maintenant pour revenir au niveau de l'emploi des jeunes, comment est-ce que le programme même de l'éducation va être construit autour de ce plan stratégique de développement
afin que ça s'inscrive. Parce que bien sûr que nous aurons besoin de main-d'œuvre pour développer notre énergie. Bien sûr que dans les mines, vous savez, nous, dans le monde du recrutement, nous sommes obligés d'aller recruter chez des voisins parce que nous n'avons pas une école comme ça pouvait exister à l'époque, Mutoshi et le reste, et même des universités. Nous sommes obligés d'aller en Zambie recruter des personnes dans le domaine minier. Alors que c'est nous qui possédons pratiquement les meilleures matières stratégiques au niveau matières premières stratégiques du monde. Il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là. Et donc, dans un plan stratégique de développement, on pourrait voir combien de jeunes nous devons former dans le domaine minier sur les 20 prochaines années et qui vont commencer à travailler parce que nous aurons listé le vrai besoin et nous savons où nous voulons aller. C'est ça la stratégie. Nous avons ça. Comment nous allons le faire? Où allons-nous? Et quels sont maintenant les outils, les instruments, le capital nécessaire? Et l'être humain est un capital justement de développement. Alors, Madame Maniarich Mupondo est également coordonnatrice de Congo Peace Center. Eh bien, vous vous êtes axée en ce moment-là sur la résolution des conflits. Oui. C'est quoi exactement le rôle de votre organisation? Nous travaillons avec les communautés. Et là, je ne suis pas, quand je suis coordonnateur du Congo Peace Center, je ne suis pas assis dans mon beau bureau climatisé. Hein. Nous allons sur le terrain. Ah oui. Oui, et je trouve ça passionnant. Nous allons sur le terrain, nous voyons le Congo profond, nous allons vers les communautés qui sont en conflit et nous essayons, avec des modèles éprouvés, nous essayons de voir comment nous pouvons accompagner les communautés pour qu'ils, au lieu de se battre sur leurs différends, qu'ils essayent de trouver des points de convergence. Parce qu'ils ont aussi des problèmes qui sont assez similaires les uns et les autres. Au lieu de se battre sur ceux dont on ne se convient pas, est-ce qu'on peut au moins avoir des points de convergence, même minimal, un point de convergence minimal sur lequel on peut ensemble progresser. Et c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons ces communautés pour créer ce qu'on appelle des plans locaux de développement, justement. Moi, je parlais du plan stratégique au niveau national. Dans les territoires, il faut savoir décentraliser. Ils connaissent, ils sont les experts dans leur territoire donné. Ils savent exactement ce qu'ils ont besoin. Et donc, nous, on les accompagne pour faire ces plannings-là et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut les aider à mobiliser de fonds pour faire des projets fédérateurs. Au lieu de se battre, ils peuvent se lier autour de projets fédérateurs et avancer ensemble. Nous avons réussi à faire ces dialogues communautaires au niveau du Nord Kivu, quasiment dans tous les territoires. Voilà, c'est ça. De Congo. Et un édit a été voté au niveau du Parlement du Nord Kivu à la suite de ces dialogues communautaires où ils ont eu à lister leurs priorités, justement, toutes communautés confondues. Et à partir de ce moment-là, ils ont été accompagnés pour faire les plans locaux de développement et nous avons dupliqué le modèle. Notamment, on vient de finir un projet au Bawele qui répondait à peu près à le même modèle. Ce que je peux dire ici, c'est qu'encore une fois, il faut un accompagnement. Nous sommes des facilitateurs, on va dire. Mais maintenant, une fois qu'ils ont dressé ce plan, ils ont besoin de mobiliser les ressources. Et là, on en appelle encore une fois et aux institutions du pays, mais aussi aux bailleurs de fonds qui ont beaucoup eu à accompagner et qui continuent à accompagner justement la RDC dans ces problématiques de résolution des conflits, de la stabilité, de voir comment eux aussi peuvent évoluer dans leur propre programme. Parce que souvent, ils viennent avec des programmes clés en main et certains d'entre eux ont tendance, et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les communautés, à vouloir imposer les priorités qui ne sont pas nécessairement les leurs. On n'a pas été suffisamment à leur écoute pour savoir ce que eux veulent et comment ils le veulent. On vient penser que voilà, nous on pense qu'on sait mieux pour vous ce qui vous convient. Et changeons un peu la manière de faire et je pense qu'on pourrait mieux faire. Voilà. Est-ce qu'il y a des priorités dans Congo Peace Center ou bien vous allez vraiment là où le besoin se fait sentir? Comment vous fonctionnez? Bon, nous identifions, nous allons vers les autorités aussi, au fait. Hein. Donc, ce n'est pas que nous venons en électron libre, pas du tout. Nous nous inscrivons dans les programmes des autorités provinciales. D'accord.
des autorités, même au niveau des territoires, et des communautés. Donc nous faisons ce que j'aime bien, le mot tripartite. Nous mettons les autorités, les communautés et même les bailleurs ensemble pour pouvoir voir dans quelle mesure est-ce que de toute cette dialectique, de toute cette problématique peut justement naître une convergence qui va faire avancer la communauté dans son entièreté, toutes tribus confondues dans une zone donnée. On sent beaucoup de passion dans toutes vos casquettes. On a survolé presque toutes vos casquettes et j'ai senti beaucoup de passion dans tout ça. On sent que être cette multiple femme en une est une passion et un besoin pour vous quelque part. Ah bon, vous me le faites remarquer alors. Non, c'est avec passion. Parfois même, quand je ne comprends pas exactement, mais votre passion m'emmène et ça me fait comprendre finalement. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de la coopérative agricole Mabélé. Oui. Alors, la terre, c'est vrai que la terre paye toujours, et bien même, mais le Congolais n'est pas au courant de ça. Le problème est que quand on parle agriculture, on parle tout ce qui est agricole, beaucoup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a été, j'aime bien le mot formaté, on aime le bureau, on aime la climatisation et tout. Quand on parle d'agriculture, on voit les champs, les sables et tout, c'est sale. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire comprendre à ce jeune Congolais-là que l'agriculture, c'est pas que tout le monde fasse justement le champ? Je crois que c'est une problématique aussi. Ce qui est vrai quand même, c'est que 70%, 70% comme on dit ici, sont dans le milieu rural. 70% de la population congolaise est dans le milieu rural. 30% dans les zones urbaines. Ça devient donc une priorité en réalité de voir comment mieux développer les zones rurales, puisque 70% de la population vivent là. Exact. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'agriculture. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez qu'on peut nourrir donc un tiers de la planète. Mais on est parmi les pays les plus pauvres du monde. Et on nous a cité encore dans les multiples rapports comme la deuxième crise mondiale de la faim après le Yémen. Donc il y a plus de presque 20 millions de personnes qui souffrent de malnutrition en RDC, dont 5 millions qui souffrent, d'enfants qui souffrent de malnutrition qu'on appelle sévère, aiguë. C'est-à-dire que plusieurs millions sont entre la vie et la mort. Et nous, paradoxalement, nous pourrions nourrir un tiers de la planète. Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de vous dire? Est-ce qu'on peut se lever le matin, se regarder dans la glace, nous qui sommes privilégiés, rentrer dans nos jeeps, aller dans nos bureaux et dire que tout va bien? On doit drastiquement se mettre à se dire que nous sommes en train de sacrifier une génération. Et il faut commencer maintenant à changer cet état d'esprit. C'est immédiat, c'est pas on l'a dit ça trop longtemps. Maintenant, il faut le faire, quoi. Sinon, cette génération sera perdue. C'est vrai qu'en tant qu'individu, on ne peut pas le faire. Il faut que les institutions, puisque ce sont eux qui régulent en fait tout. Vous vous attendez à quoi au gouvernement prochain exactement en termes de changement dans plusieurs domaines? D'ailleurs, tout le domaine de la vie en République démocratique du Congo a besoin de changement. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout embrasser à la fois. Donc, c'est d'autant plus important que le gouvernement qui va se mettre en place dans les prochains jours puisse être un gouvernement d'action, un gouvernement de combat, j'ai entendu aussi le mot, de mission, avec des plans d'action bien définis. On liste les 3, 4, 5 priorités que nous avons besoin de mettre en œuvre au niveau social en priorité, parce que la misère a atteint un niveau qui est inimaginable. Mais quelles sont les 3, 4, 5 choses que nous avons besoin de faire et que nous allons évaluer au fur et à mesure durant les 3 prochaines années aux élections qui, d'une manière ou d'une autre, auront un impact, ne serait-ce que visible, même à petite échelle. Rome ne se construit pas en un jour. Il ne faut pas qu'on rêve, ça ne va pas changer du jour au lendemain. Mais il faut mettre maintenant les fondamentaux, les fondements, pierre par pierre construire cette nation que nous voulons que soit ce Congo. Et comme disait Lumumba, le Congo est grand. Et il exige de nous de la grandeur. Et c'est exactement ça. Soyons dignes de cette grandeur du Congo. Et ça demande quelque chose au-delà même
d'une position, mais ça demande un état d'esprit, une sorte de retour aux sources, de s'identifier en tant que nation. Et je crois que malheureusement, on a un peu perdu ça. Oui. En même temps, je rappelle aux auditeurs, où je souligne, si je ne l'avais pas souligné, que Madame Mania Riche-Mupondo est petite fille de l'un des pères fondateurs, en tout cas, de notre pays. Il était sénateur, sénateur oui. Sébastien Mupondo. Aux côtés de Lumumba, on sent de lumumbisme. C'est dans notre ADN, c'est presque inconscient peut-être. Alors, on va finir cet échange. J'ai pas envie de la finir, mais bon, comme c'est la radio, il faut bien respecter les minutes. On va finir par revenir justement à Sodeïco, puisqu'on parle beaucoup de jeunesse et on parle beaucoup d'emploi, de capital humain, et c'est votre cheval de bataille, justement. 34 ans après, quel est le bilan de Sodeïco dans ce secteur-là? Voilà. Alors, au niveau des ressources humaines, on a à peu près 20 ans d'existence. Ça fait 20 ans que dans ce secteur d'activité qu'on évolue. On est parmi les leaders, sans fausse modestie, on est parmi les leaders dans notre secteur d'activité. Évidemment, c'est un chantier qui ne termine jamais. Exact. Il y a beaucoup de défis. On est fiers, si on doit parler de la parité, de savoir que Sodeïco, d'abord le chef d'entreprise est une femme, mais aussi au niveau même du management, nous avons 40% de femmes qui sont, dont certaines sont vraiment dans les sphères de décision chez nous. Et la majorité des personnes qui travaillent à Sodeïco, du moins dans le staff, sont des jeunes. Oui. Et certains ont commencé comme stagiaires. Donc nous pouvons presque mettre notre modèle à disposition pour dire que nous avons pu avoir des personnes qui ont commencé comme des stagiaires et qui aujourd'hui sont des directeurs et qui n'ont rien à envier à certaines grosses entreprises internationales de la place. On souhaite que ça aille encore plus loin. Madame Mania Riche-Mupondo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un mot à cette jeune femme-là qui nous suit en ce moment, parce que moi je pense qu'on doit arriver à un discours où on doit peut-être arrêter de poser la question, en tant que femme, comment vous arrivez à sortir? Je pense qu'on doit arriver à ce discours-là en tant que chef d'entreprise, point barre, homme ou femme, en tant que patron, en tant que je sais pas moi quoi, mais en tant qu'individu. On est individu et femme. Exactement. On n'est pas femme et individu, on est individu et femme, et on est fiers de l'être. C'est ça que j'ai envie de dire à la jeune sœur et même à la mère. J'ai l'habitude de dire qu'en réalité, les femmes, on est déjà des leaders. Oui, n'est-ce ça pas? C'est clair. Mais c'est vrai qu'il y a un adage qui dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Mais se cache. C'est que si elle se cache, elle exerce cette influence, elle a ce leadership. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de sortir du derrière le rideau. Il faut se mettre sur le feu des remparts, parce que tu dois montrer, toi femme, que les capacités que tu as d'influencer derrière, tu peux pouvoir le prouver au reste du monde. Tu dois pouvoir montrer au reste du monde ce leadership que tu exerces déjà merveilleusement bien, en réalité. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire. Merci beaucoup, madame. En ce premier numéro de mois de mars, j'espère que les femmes qui nous ont suivis, vont sortir de leur coquille et vont arrêter de s'auto-censurer, se dire que moi, je ne peux pas faire ci, moi, je ne peux pas faire cela. On a un modèle aujourd'hui qui est venu ce soir chez nous. Et juste peut-être pour finir et aussi le dire aux autres demoiselles ou dames qui nous suivent, nous avons créé un mouvement. Moi, je suis membre, mais ce n'est pas moi la présidente. Nous avons créé un mouvement qui s'appelle MIFDA, qui vient de sortir la semaine dernière officiellement, mais qui existait déjà. Formellement, nous sommes sortis. Et le MIFDA, c'est le Mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique. Nous entendons créer justement comme un cabinet, c'est-à-dire un parlement debout, où nous allons outiller, nous les femmes. Il y a des femmes politiques dans le secteur économique, dans le secteur même humanitaire, des ONG. Donc, tout un ensemble de femmes fortes, dynamiques, qui ont réussi dans la vie et qui entendent maintenant voir comment nous, à notre tour, on peut donner à celles qui ont besoin de monter, comme je disais au début. Et celles qui sont intéressées, essayez de googler, chercher MIFDA.
elles sont les bienvenues parce que nous allons créer un parlement debout. Nous allons en République démocratique. Oui, au niveau de Rond-Point Forestcom. Okay. Mais nous allons certainement en parler encore dans les médias parce que la présidente s'appelle Mami Muyandji. Elle est en train déjà de parler de MIFDA et moi j'encourage massivement les filles et les femmes à intégrer ce mouvement parce que nous voulons faire les choses différemment et surtout ensemble. Il est temps de passer à l'action et fini les parlottes et Exactement. tout ça. Il faut se lever. Madame Maniarich Mupondo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. C'était gentil de m'inviter. C'était vraiment une très, très belle aventure, même pour moi en tout cas. Fidèles auditeurs, c'est par ici que s'arrête Le Saviez-vous. Merci à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, mercredi, à partir de 19h. Et bien la fréquence 94.7 UFM partout dans le monde. Au revoir. Au revoir. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magazine de toutes les questions. Posez toutes vos questions via la page Facebook de l'émission et un expert vous répond. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Un magazine présenté par Karim Moutaali tous les mercredis à partir de 19h05 sur UFM 94.7. UFM, ma première radio.